Le zen commence là où l'esprit ordinaire s'arrête. Habituellement, on croit être quelqu'un, un individu séparé, doté d'une histoire, d'une identité, d'un caractère, avec des qualités et des défauts. Et on passe son existence à défendre bec et ongle cette construction fragile. Et même la spiritualité relève d'une tentative d'améliorer ce personnage en devenant plus pur, plus sage, ou plus paisible, ou plus éveillé. C'est pourquoi les vrais maîtres zen ont toujours mis en garde leurs disciples pour leur dire, tant qu'il y a un quelqu'un qui veut obtenir, qui veut atteindre l'éveil, alors l'éveil reste lointain. Pourquoi ? Parce que le chercheur lui-même est l'illusion. Une illusion ne peut pas libérer d'une illusion. Il faut casser cette logique de cause et d'effet, d'effort et de résultat. Le Satori n'est pas un résultat, il était là avant, en premier lieu. C'est pourquoi Joshu répondit « le cyprès dans la cour » à la question de savoir ce qu'était un Bouddha, le cyprès dans la cour. Il a répondu par le réel, par l'indiscutable, et non par l'intellect ou une explication métaphysique. Il ramena la question vers ce qui est, avant toute fabrication mentale, intellectuelle ou logique. Comme pour n'importe quoi d'autre, le moi veut transformer l'éveil en objet de possession. Pour conforter le moi, il voudrait pouvoir dire « j'ai compris »,« j'ai atteint »,« j'ai réalisé ». Mais cette prise de possession, cette appropriation est impossible. Il reste seulement la vie telle qu'elle est. Le centre, ce centre imaginaire devient inutile, presque saugrenu. Dans le bouddhisme, on parle d'absence d'un soi permanent. Ce n'est pas une théorie philosophique destinée à enrichir les discussions intellectuelles, c'est une constatation directe. Lorsque l'on regarde en détail où se trouve ce moi auquel on croit tant, auquel on est tellement habitué, où se trouve ce moi, s'il est dans le corps et à quel endroit, eh bien on bute sur une impossibilité. Parce que le corps change sans cesse. Les cellules meurent et renaissent continuellement. Alors ce moi est-il dans les pensées ? Eh bien non, non plus, car elles apparaissent et disparaissent comme des nuages. Alors est-il dans les émotions ? Eh bien elles aussi fluctuent à chaque instant. Et pourtant, malgré cette impermanence constante et évidente, eh bien on persiste à concevoir une entité stable qui contrôlerait tout ça et qui serait un point de référence. Cela revient à croire à la réalité des personnages dans un film projeté sur un écran. Même chose.
Les personnages semblent vivants, c'est vrai, puisqu'ils aiment, ils souffrent et ils combattent, mais il n'y a en réalité qu'un jeu de lumière sur une toile blanche. De son côté, Huangpo, on a déjà parlé de Huangpo, dynastie Tang, au IXe siècle. Huangpo disait « L'esprit ordinaire est le Bouddha » ou « Le Bouddha est l'esprit ordinaire ». Et c'est aussi ce que Dogen découvrit en Chine 4 siècles plus tard dans la lignée Caodong. Caodong, c'est l'équivalent du Zen Soto en Chine, dans le Chan. Le Zen ou le Chan ou le Caodong n'est pas différent du quotidien. La caractéristique de ces 3 formes, ces 3 noms, mais pas en fait ce ne sont pas 3 formes, mais la caractéristique, c'est que le zen n'est pas différent du quotidien. Il exprime le quotidien. Nous exprimons le quotidien. Et tout notre entraînement, entre guillemets, c'est d'exprimer le quotidien. Et ce qu'on appelle l'éveil n'ajoute rien. Il enlève seulement la croyance en un centre séparé, individuel. Voir à quel point une culture spirituelle comme le zen ou le Caodong peut imprégner une société, voir à quel point donc le zen peut imprégner une société n'est pas toujours facile à voir. Mais quand on vient d'une culture extérieure, à ce moment-là, on le voit assez facilement. Seule une personne extérieure à cette culture peut le sentir par contraste avec sa propre culture. Par exemple, les Japonais sont imprégnés de zen, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils baignent dedans. Au Vietnam aussi, je me rappelle quand je passais mon bac à Saigon dans les années 60, on sentait bien l'influence du Caodong, par contraste avec la culture européenne d'où je venais. Les gens semblaient tout simplement moins préoccupés par l'avenir que par le présent. C'était ça la différence. Je veux dire par là qu'ils mangeaient quand ils avaient faim et dormaient quand ils étaient fatigués, mais sans penser à 1000 choses en mangeant ou en dormant. C'était ça la différence. L'éveil n'est pas une expérience extraordinaire, c'est la fin de la séparation imaginaire entre celui qui vit et la vie elle-même. Dans le zen, tout est confondu. Pas de séparation. Bon, ceci dit, on ne change pas pour autant son mode de vie sur un claquement de doigts. Même après avoir compris intellectuellement qu'il n'existe pas de soi fixe et indépendant, eh bien celui-ci réapparaît toujours là où on ne l'attend pas, et particulièrement sous des formes spirituelles dites de haut niveau, entre guillemets. Si quelqu'un affirme qu'il a réalisé le vide ou transcendé l'ego, il faut immédiatement temporiser par la question parallèle qui est qui a réalisé ou transcendé. Souvent, l'ancien personnage a simplement revêtu un costume plus spirituel. Et dans les monastères zen, les maîtres sont très attentifs à ce piège.
lorsqu'un disciple revient d'une retraite intense, par exemple, fort de ses réalisations, eh bien, le maître peut très bien le recevoir avec un coup de kyosaku ou un éclat de rire. Non pas pour l'humilier, mais pour briser la récupération mentale classique. C'est pourquoi Maître Rinzai, toujours en Chine, a pu dire « Si vous rencontrez le Bouddha, tu es le Bouddha ». Alors évidemment, cette déclaration choque, mais elle fait obstacle à l'instrumentalisation de l'éveil comme un nouveau mythe, à une nouvelle idole. Dès que l'esprit transforme l'expérience en possession personnelle, le rêve recommence. Le zen coupe sans cesse ce à quoi l'esprit pourrait s'accrocher. Avant de, soi-disant, atteindre la libération, il faut savoir qui est attaché. Quand on sait qui doit être libéré, le problème est résolu. Quand la racine de l'attachement est débusquée, la question entière de l'attachement s'effondre. Il n'y a jamais eu personne d'emprisonné ou d'attaché. La cage elle-même était imaginaire. Voilà. L'éveil ne consiste donc pas à libérer quelqu'un, mais à voir qu'il n'y a jamais eu de prisonnier pour commencer. Le problème n'est pas de libérer, c'est de voir qu'il n'y a pas de prisonnier. Et à partir de là, la relation à la souffrance change du tout au tout. Tant qu'il existait un moi, apparemment solide, eh bien chaque événement devenait personnel. C'était mon échec, ma peur, ma maladie, mon humiliation ou ma mort. Le monde entier semblait tourner autour d'un centre vulnérable qui doit être constamment protégé. Mais lorsque ce centre est vu comme une construction mentale, eh bien la construction s'écroule. Elle ne présente plus d'intérêt. Cela ne signifie pas que les émotions disparaissent, c'est plutôt qu'elles n'ont jamais existé. La tristesse peut encore apparaître, la douleur physique aussi. Les maîtres zen ne sont pas non plus des statues de pierre. Ils peuvent pleurer, tomber malades, vieillir comme tout le monde, mais il n'y a plus cette contraction permanente qui transforme chaque expérience en un drame personnel. La vie et la mort sont simplement des mouvements dans les choses telles qu'elles sont. C'est comme les vagues et l'océan. Une vague pourrait-elle réellement mourir? Elle apparaît, prend une forme momentanée, puis retourne à l'océan qu'elle n'a en fait jamais quitté. L'éveil ressemble à cette prise de conscience, à cette reconnaissance. Il ne donne pas l'immortalité au personnage, il révèle qu'il n'y avait jamais de personnage séparé de l'ensemble. Il n'y a jamais eu de vague séparée de l'océan.
Alors même la peur de la mort commence à perdre son emprise, son poids. Qui pourrait mourir? Si le moi n'a jamais existé autrement que comme pensée. Qui pourrait mourir si le moi n'a jamais existé? Si le moi n'était qu'une pensée. Lorsque le moi cesse d'être le centre de tout, eh bien une compassion naturelle et spontanée apparaît. Non pas une morale imposée, mais on comprend automatiquement, très naturellement, que l'autre n'est pas séparé de soi. On fait partie du même océan. C'est pourquoi les grands maîtres sont ordinaires. Ils participent aux tâches quotidiennes et comme disait Nansen, c'est l'homme du chat, on en a déjà parlé, 9e siècle. L'esprit ordinaire est la voie. Mais il ajoutait, si tu essayes de t'en rapprocher, tu t'en éloignes. Tel est le paradoxe. Car tant qu'il y a quelqu'un qui veut atteindre l'éveil, il y a séparation. La recherche elle-même entretient l'illusion du chercheur. Alors le zen invite à une forme de détente radicale. S'asseoir, respirer, laisser les pensées passer comme des nuages dans le ciel, et peu à peu, il devient auto-évident que la conscience est déjà libre avant toute tentative de libération. Évidemment, l'ego ne veut pas de cette logique. Pour lui, plus exactement, il doit y avoir une logique. Mais en réalité, la conscience est déjà libre avant toute tentative de libération. Ce que nous cherchions est précisément cela qui regarde en cet instant. Mais aucun individu ne peut s'en emparer. Comme l'espace, cela ne peut être possédé. Donc personne ne s'éveille parce qu'il n'y a personne. Dire que personne ne s'éveille parce qu'il n'y a personne ne signifie pas tomber dans le nihilisme, mais au contraire, découvrir la vie. Découvrir une vie qu'on ne connaissait pas. Lorsque le faux centre disparaît, le monde retrouve sa fraîcheur authentique. Il n'y a plus de distance artificielle ou intellectuelle, c'est la même chose, entre le réel et le vécu. Maître Dogen parlait de s'oublier soi-même. Toute la voix est contenue dans cette phrase. L'éveil n'est pas l'apothéose d'un ego spirituel, c'est l'effacement naturel de l'illusion d'être séparé, d'être individuel. Alors il n'y a plus, quand cette illusion disparaît, il n'y a plus quelqu'un qui regarde la montagne. Il y a simplement la montagne, le ciel, le vent. Et cette paix, cette tranquillité que rien ne peut enfermer dans une étiquette. Le zen appelle cela le visage originel avant la naissance de ses parents. Le visage originel
avant la naissance de ses propres parents. Ce n'est pas une identité secrète, mais l'absence même d'identité fixe. C'est un soi, oui, mais comme on le disait hier, c'est un soi vacant, vide, où personne ne s'éveille parce qu'il n'y a jamais eu personne. Tel est l'éveil.